La section 7 a une longueur de 4 km et va nous mener de la place de la Concorde au palais du Trocadéro. Traversons tout d'abord la rue de Rivoli. Face à nous, nous avons l'hôtel de la Vrière. L'hôtel de la Vrière marque l'extrémité de la rue de Rivoli et son débouché sur la place de la Concorde. L'hôtel de la Vrière de 1767 a pris par la suite le nom d'hôtel Talleyrand. On traverse la rue Saint-Florentin. Nous sommes à présent dans le 8e arrondissement de Paris. L'hôtel de la Marine, avec la belle colonnade de Jacques-Ange Gabriel. Nous avons quitté le bloc des 4 premiers arrondissements de Paris qui étaient délimités par l'enceinte de Charles V, Louis XIII, que Louis XIV fit abattre en 1670. Paris comptait à cette époque 400 000 habitants. L'hôtel de la Marine, qui abrite le ministère de la Marine, possède un plafond à caissons. Chacun des caissons est différent de l'autre. Sur l'autre rive, le Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale, est derrière le dôme des Invalides. Parvenons dans la rue Royale, au bout de laquelle nous voyons l'église Sainte-Marie-Madeleine, que l'on appelle communément la Madeleine. Au numéro 3, le restaurant chez Maxime, dont la réputation n'est plus à faire depuis 1891. Naturellement, place de la Concorde, la circulation est incessante. Ou presque. Après la rue Royale, l'hôtel de Crillon est actuellement en restauration. Voici le détail d'un candélabre colonne rostrale. Les statues des villes de France, ici Lille, auraient besoin d'une rénovation. Quant à Strasbourg, que l'on voit ici, elle fut recouverte d'un voile de crêpe noire jusqu'en 1918, du fait de l'annexion allemande. La Madeleine a été conçue par Napoléon Ier comme un temple antique.
serait dommage de quitter cette place magnifique sans examiner l'obélisque. Ici est indiqué d'une façon dessinée la manière dont l'obélisque a été enlevé à Luxor, charrié et transporté en bateau jusqu'en France. À gauche, hôtel de Crillon. À droite, hôtel de la Marine. Derrière la fontaine, la rue Royale, l'église Notre-Dame de la Madeleine. Dans l'angle nord-ouest, l'hôtel Grimaud de la Reynière abrite l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Vers l'ouest, la perspective se prolonge avec l'avenue des Champs-Élysées. Au fond, l'arc de triomphe de l'Étoile. La comtesse du Barry y fut également exécutée. Le quartier de la Défense dans les Hauts-de-Seine apparaît derrière l'Arc de Triomphe. Les deux villes qui veillent sur l'angle sud-ouest sont Toulouse et Bordeaux. À l'angle nord-ouest, voici Brest. Et voici ma ville natale, Rouen, avec son blason, l'agneau. C'est dans ce secteur de la place que se serait trouvé l'échafaud de Louis XVI et Marie-Antoinette, donc près de l'ambassade des États-Unis. L'avenue des Champs-Élysées est encadrée par les chevaux de Marly. Si les originaux sont ceux de Coisevaux, ils avaient été substitués à Marly par ceux-ci dus à Guillaume Coustou. Au XVIIe siècle, Paris se terminait au jardin des Tuileries. Il y avait deux routes, une vers Saint-Germain, une vers Versailles. Cependant, le nôtre fit construire un nouveau chemin, une nouvelle allée bordée d'ormes qui devait devenir plus tard les Champs-Élysées. C'est à partir de 1789 que cette allée s'est appelée avenue des Champs-Élysées. Après 1830, c'était devenu un lieu de fête et de plaisir. Tout au début de l'avenue des Champs-Élysées, on trouve le jardin des Champs-Élysées, large de 300 mètres et long de 700 mètres. L'arc de triomphe de l'Étoile est à 2 km vers l'ouest. Mais il faut encore 6750 mètres pour aller jusqu'à la Grande Arche de la Défense et 11 km et demi pour la Croix de Noailles en forêt de Saint-Germain-en-Laye. Nous allons nous diriger vers le cours La Reine.
Après les statues de Bordeaux et Toulouse, on voit le parapet du pont de la Concorde. Monument du roi belge Albert Ier, notre allié pendant la Première Guerre mondiale. Derrière la façade du Palais Bourbon, Assemblée nationale, on aperçoit la tour Maine-Montparnasse et les deux clochers de la basilique Sainte-Clotilde. Le cours La Reine permettait de se rendre autrefois à Versailles. On s'en dégage par l'avenue Édouard Tuck. On pénètre dans le jardin des Champs-Élysées. On rencontre un petit kiosque à musique, dans un style très belle époque. À cet endroit, une petite fontaine précède le restaurant Le Doyen. Ça ne vaut pas la fontaine de la place de la Concorde, mais ça a son charme. Le grand restaurant. Le Doyen est un nom aujourd'hui prestigieux. Sous Louis XVI, il désignait une ferme auberge qui proposait aux Parisiens le lait des vaches paissant alentour. On se dirige vers le Petit Palais. Le Petit Palais, musée des beaux-arts de la ville de Paris, ne laisse pas deviner que derrière son mur, il abrite un patio très agréable. Le Petit Palais est très gracieux. Nous parvenons sur l'avenue Winston Churchill, qui s'appelait autrefois avenue Alexandre III. Nous sommes à proximité du Grand Palais. Le bâtiment oriental, le Petit Palais. Le bâtiment occidental avec sa verrière, le Grand Palais, qui abrite des expositions nombreuses. La statue de Sir Winston Churchill, Premier ministre britannique de 1940 à 1945, mais aussi, on le sait moins, dans les années 50, trône ici depuis 1998. En face de l'avenue Winston Churchill, le pont Alexandre III, le plus beau pont de Paris, conduit rive gauche sur l'esplanade des Invalides. Édifié pour l'exposition universelle de 1900, le Grand Palais a une façade de 240 mètres et des colonnes de 20 mètres. Il couvre 45 000 mètres carrés et abrite le Palais de la Découverte. Un dernier salut à Winston.
Après avoir traversé l'avenue Winston Churchill, nous nous retrouvons devant deux superbes platanes. Une des entrées du Grand Palais. Une plaque rappelle que c'est le 1er mai 1900 que le président de la République, Émile Loubet, et le président du Conseil, Waldeck Rousseau, qui ont inauguré le Grand Palais. Le quadrige sud représente l'harmonie terrassant la discorde. Intérieur de la Grande Verrière. Le square Jean Perrin. Il est appelé aussi Jardin de la Nouvelle-France. Il a même un troisième nom, Jardin de la Vallée Suisse. On descend la deuxième allée sur la gauche vers une modeste pièce d'eau. L'endroit est garni de beaucoup de verdure. On remarque sur la droite un févier d'Amérique, Gleditschia, dont le tronc comporte des paquets d'épines. Il y a également un grand hêtre pleureur. On prend un petit sentier qui remonte en passant sous une arche artificielle. À cet endroit pousse un oranger trifolié aux fruits odorants mais non comestibles. Quelques agapanthes survivent encore au mois de septembre. En sortant, on passe devant un érable à sucre qui peuple les forêts du Canada. C'est un don du maire de Montréal en 1962. En sortant, on peut apercevoir les bustes de Samuel Champlain ainsi que de Jacques Cartier. Juste à côté, un monument de 1910 connu sous l'appellation Le Rêve, en hommage à Alfred de Musset. En sortant, nous nous trouvons avenue Franklin Delano Roosevelt. À 120 mètres se trouve l'entrée du Palais de la Découverte, qui se trouve à l'intérieur du Grand Palais. L'avenue se termine au niveau de la place du Canada. De ce côté, le cours La Reine que nous allons traverser. Face à nous, le pont des Invalides. Ce monument est dédié à la mémoire des combattants russes sur le sol français pendant la Première Guerre mondiale, entre 1916 et 1918. Belle vue sur le pont Alexandre III, les Invalides, le double clocher de Sainte-Clotilde. De l'autre côté du pont, en aval, le palais du Trocadéro se profile et la silhouette de la Tour Eiffel. Le cours Albert Ier succède au cours La Reine. Et si nous jetons un coup d'œil en arrière, la masse du Grand Palais, sa verrière, nous apparaît sous un angle intéressant.
De l'autre côté de la Seine, on aperçoit la silhouette de l'église américaine de Paris, construite en 1931 dans un style néo-gothique. Longeons le cours Albert Ier jusqu'à la place de l'Alma. Les bateaux-mouches offrent une alternative moins fatigante pour visiter la Seine à Paris. Le cours Albert Ier est orné d'une magnifique double rangée de marronniers d'Inde. On aperçoit la ligne C du RER. Que font ici ces coupoles russes? Au bout de la voie Albert Ier se trouve un monument de bourdelle. C'est un hommage au patriote polonais Adam Mickiewicz. Nous parvenons place de l'Alma. À cet endroit précis, la tour Eiffel se présente sous un bel angle. La Seine s'infléchit en une belle courbe en venant buter sur la colline de Chaillot. Cela peut paraître étonnant, mais au temps préhistorique, la Seine ne suivait pas son cours actuel. Elle tournait approximativement aux alentours du canal Saint-Martin, butait contre la butte Montmartre, tournait et venait ici au niveau du pont de l'Alma pour rejoindre son affluent à la Bièvre. Nous sommes arrivés au pont de l'Alma qui a été reconstruit en 1974. Et sur un pilier, on y trouve le célèbre zouave du pont de l'Alma, qui est témoin de bien des crues. En 1910, il avait de l'eau jusqu'à la barbe. La place de l'Alma est un carrefour en pas de doigts de nombreuses avenues. Contiguë à la place de l'Alma, la place de la Reine Astrid. Elle s'orne d'un beau monument à la France, la Belgique reconnaissante. C'est la Belgique qui exprimait sa gratitude à la France d'avoir hébergé ses institutions dans la ville de Sainte-Adresse.
Tout cela, naturellement, pendant la Première Guerre mondiale. Dans le secteur, les immeubles sont particulièrement cossus et remarquables. À cet endroit, nous avons atteint la limite du 8e et du 16e arrondissement de Paris. Le 16e arrondissement est le plus occidental des arrondissements parisiens. Le plus long également du nord au sud, plus de 5 km. Ce sont les beaux quartiers ici, Chaillot, Auteuil, Passy. On aperçoit la basilique du Sacré-Cœur dans l'axe de l'avenue Montaigne. La flamme de la liberté placée à cet endroit est une réplique de celle de la statue de la liberté de New York. Avenue Georges V qui se détache de la place de l'Alma, on aperçoit la flèche néo-gothique de 84 mètres de la cathédrale américaine de Paris. Après ce petit tour d'horizon, quittons la place de l'Alma. Vue sur la passerelle de Billy. Un culte idolâtre est né au niveau de la flamme de la liberté. Celui de Lady Di qui est morte dans le tunnel en dessous, en 1997. Et oui, il fallait rouler moins vite, ma fille. Le culte repousse les limites du kitsch. On s'engage le long de l'avenue de New York. De 1918 à 1945, il s'appelait Quai de Tokyo. Il a été conçu dès 1572 sous le nom de Quai des Bonshommes, puis en 1769, Quai de la Conférence. Et voici le sinistre tunnel de l'Alma. Fatal à feu Lady Di. En aval, la passerelle de Billy est une passerelle piétonnière qui a été construite à l'occasion de l'exposition de 1900. Première rue sur la droite, la rue des Frères Perrier, qui inventèrent une pompe à feu permettant de faire remonter l'eau de la Seine de 37 mètres vers la place des États-Unis. La pompe, créée en 1781, permettait d'alimenter Paris en eau jusqu'à la Bastille. Elle a fonctionné jusqu'en 1902. Seconde voie sur la droite, la rue de Brousse que nous empruntons. Cette rue est bien ombragée. Nous parvenons dans l'avenue du président Wilson, président américain pendant la Première Guerre mondiale. D'ici, on peut voir le clocher de l'église Saint-Pierre de Chaillot, de style mi-roman, mi-byzantin. Longeons l'avenue du président Wilson, le long du palais de Tokyo. L'avenue du président Wilson s'appelait avenue de l'Empereur jusqu'en 1858.
Les immeubles sont très luxueux dans le coin. Nous abordons le palais de Tokyo. Les petites chambres de bonne qui logent aujourd'hui nombre d'étudiants. Comme le palais de Chaillot, le palais de Tokyo a été édifié en 1937 à l'occasion de l'exposition internationale. Une aile du palais de Tokyo est affectée au musée d'art moderne de la ville de Paris. L'autre aile abrite des expositions. En face, de l'autre côté de l'avenue du président Wilson, nous allons jeter un coup d'œil au palais Galliera. Nous sommes ici dans le ravissant square Brignole-Galliera. Et le palais Galliera a été construit dans le style Renaissance italienne en 1888. Le palais Galliera contient aujourd'hui le musée de la mode et du costume. Les plates-bandes sont bien plaisantes. Cet endroit est bien charmant. L'entrée du musée de la mode et du costume se fait par l'avenue Pierre Ier de Serbie, de l'autre côté. Ressortons du square et regagnons le palais de Tokyo. Quand même difficile de résister à quelques plates-bandes auparavant. Leur composition est particulièrement bien choisie. On ressort, on rejoint le palais de Tokyo. En 1608 existait à cet endroit une savonnerie sous Henri IV. Puis en 1627, sous Louis XIII, c'est devenu une manufacture de tapis. En 1663, sous Louis XIV, Colbert l'a transformée en manufacture de tapisserie qui alimentait le palais du Louvre et celui de Versailles. Nous continuons de remonter la colline de Chaillot par le boulevard du président Wilson. Nous allons descendre dans la rue de la Manutention par un escalier de 3 volets de 24 marches. Merci Gustave Eiffel. Voici les marches en question, il vaut mieux les descendre. La rue de la Manutention fait référence à la manutention militaire, structure qui stockait de quoi approvisionner en vivres pendant 3 mois 40 000 hommes et qui fonctionna de 1836 à 1937. Face à nous se trouve la passerelle piétonnière de Billy, dont nous avons parlé tout à l'heure, et qui permettait aux visiteurs de l'exposition universelle de 1900 de franchir la Seine. Nous voici en bas de la triple volée de 24 marches et nous allons tourner dans la rue Fresnel. On est tout de suite frappé par le très haut mur de soutènement des immeubles de l'avenue du président Wilson au-dessus.
et l'on peut apercevoir les jardins des hôtels particuliers de la place d'Iéna. Beau marronnier d'Inde. Avec le recul, le palais de Tokyo. Certains immeubles ont des toits fortement végétalisés. À hauteur du numéro 10 de la rue Fresnel, nous avons un curieux immeuble avec une ouverture en arcade, vitrée à l'intérieur. On remonte vers l'avenue Albert Demain. À cet endroit existait au XVIe siècle un château construit par Catherine de Médicis. Elle serait bien surprise de voir ce qu'il est devenu. Ce château était devenu le couvent de la Visitation Sainte-Marie de 1651 à la Révolution. Parvenus à l'avenue Albert Demain, nous apercevons une aile du palais de Chaillot, palais du Trocadéro. Nous allons nous engager dans les jardins du Trocadéro qui existent depuis l'exposition universelle de 1878. Alors que le palais du Trocadéro actuel est celui de l'exposition de 1937. Ces jardins qui possèdent de nombreux arbres centenaires ont été créés par Alphand. Alphand qui était l'équivalent de Haussmann pour les jardins sous le Second Empire, mais qui ici a œuvré sous la Troisième République. Les jardins du Trocadéro font pendant aux jardins du Champ de Mars de l'autre côté de la Seine. On s'engage dans l'allée qui commence au pied d'un imposant platane. Une statue évoque la danse triomphale. C'est celle de la déesse Pallas Athéna. Après un gros marronnier d'Inde, on s'engage dans un passage souterrain à droite. Non, ce ne sera pas possible, il est en restauration. Il permettait de franchir l'avenue des Nations Unies. Qu'à cela ne tienne, on n'en est pas à quelques pas près. Allons jusqu'au bout du sentier et remontons l'avenue. Voici l'avenue des Nations Unies. Nous nous trouvons à proximité du palais de Chaillot. On revient dans les jardins du Trocadéro. Ces jardins s'étendent sur une superficie de 9 hectares 400. Voici l'ouverture du souterrain bouché. Nous avons retrouvé notre chemin. À cet endroit se trouve un aquarium créé en 1878.
La beauté des arbres est impressionnante dans les jardins du Trocadéro. À cet endroit précis, nous nous trouvons sous une voûte végétale de marronnier d'Inde. Alphonse savait y faire. Ici, on aperçoit les immeubles du quartier Beaugrenelle, front de Seine. On ne peut malheureusement pas suivre le circuit prévu car l'esplanade n'est pas accessible, elle est en rénovation. Le bassin central est vide. L'aile nord du palais de Chaillot est l'aile Paris. Sur le fronton est inscrite une citation de Paul Valéry. L'école militaire sur la rive gauche, au bout du Champ de Mars, a été voulue par la marquise de Pompadour. Elle a poussé Louis XV à construire cette école pour les jeunes nobles désargentés, pour qu'ils fassent carrière militaire. Derrière la tour Eiffel, on aperçoit aussi la tour Maine-Montparnasse. Remontons l'escalier vers l'esplanade supérieure. Sur l'esplanade supérieure, Panthéon et Invalides. Revenons vers l'aile Passy. On passe près d'un cèdre bleu de l'Atlas.
Nous atteignons l'extrémité du palais. Autrefois, la colline de Chaillot correspondait à une carrière de calcaire. Excellente pierre à construire. Une lucarne de l'ancien hôtel de ville de Paris a été replacée ici après l'incendie de 1871. Plus loin, une haute fenêtre du château des Tuileries, également incendié en 1871. Nous allons contourner le monument. On franchit le petit ruisseau et on remonte l'allée qui longe les strates rocheuses. Et encore des endroits inconnus de Paris. On débouche rue Benjamin Franklin, autrefois simplement rue Franklin. Elle existait en 1730 sous le nom de chemin de Passy. Elle devint ensuite rue Neuve des Minimes. Au numéro 25 bis, cet immeuble a été construit par les frères Auguste et Gustave Perret, pour eux-mêmes. Les immeubles ici sont particulièrement cossus. La rue se scinde en deux. Un côté monte et l'autre reste à ce niveau, le long du palais de Chaillot. Au bout de la rue Franklin, dans le petit square de Yorktown, nous avons la statue de Benjamin Franklin. Derrière, avec un mur de soutènement, le cimetière de Passy. Un mausolée émerge de la balustrade du cimetière de Passy. C'est à cet endroit que se termine la section numéro 7 du parcours.